Je suis avec Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis de 2019 à 2023, conseiller diplomatique du président Emmanuel Macron auparavant, et depuis le mois de février dernier, professeur à l'université de Columbia. Merci d'être avec nous ce matin. On va réécouter le nouveau président des États-Unis, le président-elect, qui s'exprimait sur sa victoire, qui revendique la victoire. C'était il y a quelques minutes en Floride. Et à présent, nous allons atteindre de nouveaux sommets. Nous allons gagner en importance. En effet, nous allons aider à guérir notre pays. Nous allons prendre soin de notre pays qui a besoin d'aide. Il a énormément besoin d'aide. Nous allons réparer la frontière. Nous allons tout réparer, régler tous les problèmes de notre pays. Merci de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. Philippe Etienne, par rapport au suspense, par rapport à ces dernières semaines de campagne, c'est une large victoire de Donald Trump. Oui, elle est large parce que il est en train de remporter tous les États qui devaient faire la différence, parce qu'il remporte le vote populaire aussi, semble-t-il, Oui. parce que le Parti républicain prend la majorité au Sénat et parce qu'on ne sait pas encore très bien s'il garde ou s'il perd la majorité à la Chambre. Donc, en ajoutant à ça la Cour suprême, c'est quand même un très large pouvoir qu'aura le président, le 47e président des États-Unis, alors même qu'on annonçait des résultats, en effet, très, très serrés. Et vous avez effectivement résumé aussi l'enjeu. Il pourrait sans doute, on va le surveiller, avoir les coups des franches avec beaucoup de pouvoirs démocratiques qui lui sont donnés, notamment par les deux chambres, par le Congrès américain. On va retrouver Marion Gauthier qui a suivi pour nous ces élections dans un des États clés que vous évoquiez, la Pennsylvanie. C'est peut-être là aussi où tout s'est joué, en tout cas là où les candidats ont battu campagne ces dernières semaines de façon acharnée. Marion Gauthier, on tombe de haut en Pennsylvanie. Vous étiez auprès des supporters de Kamala Harris cette nuit. Oui, il y a une très forte déception, même s'il y avait quand même une forme de nervosité côté démocrate. Toute la semaine, c'était les seuls à me dire qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs de l'issue du scrutin. Il y a eu une première alerte au bureau de vote ce soir. Des centaines de démocrates qui étaient enregistrés n'étaient pas venus voter. C'est ce que me disaient des observateurs qui avaient très peur. Ils me disaient c'est très mauvais signe pour les démocrates. Mais dans les soirées dans lesquelles je suis passée, il y avait quand même une forme d'euphorie. Les gens voulaient y croire. Il y avait des robes bleues aux couleurs du parti, des casquettes Kamala Harris, des pins, des drapeaux, des ballons. C'était surtout des volontaires qui avaient fait campagne pour elle et qui voulaient y croire, notamment pour la Pennsylvanie, parce que c'est là qu'ils s'étaient concentrés. C'est là que des volontaires étaient venus de tous les États des États-Unis pour investir le terrain et dire aux gens d'aller voter. Et voilà, ce qui est frappant, c'est qu'il y a certains déjà qui n'ont pas voulu regarder les résultats ce soir, me disant voilà, qu'ils voulaient rester, garder espoir encore quelques heures. Toute la soirée, ils ont répété compulsivement, malgré les mauvais sondages, tous les votes ne sont pas comptés, ce n'est pas joué, tous les votes ne sont pas comptés, comme pour se convaincre finalement. Mais les espoirs se sont aménuisés, la salle s'est vidée en quelques minutes et il ne reste absolument plus personne, seulement 2 pancartes Harris abandonnées devant l'hôtel. Et l'enjeu maintenant pour les Américains, ça va être aussi de se réconcilier après cette campagne acharnée. Je voudrais qu'on parle de nous aussi, Philippe Etienne, aujourd'hui. J'étais avec Fabien Roussel tout à l'heure, le secrétaire général du Parti communiste français, première puissance du monde qui devient la première menace pour les femmes, les peuples, pour la paix. C'est une menace ? Il va y avoir en tout cas un gros sujet qui s'appelle l'Ukraine et qui pour nous est un sujet qu'on peut qualifier d'existentiel en Europe avec la menace de l'invasion russe. Il y a le sujet du climat que vous n'avez pas cité dans la liste, mais qui est aussi quelque chose d'existentiel pour nous tous. Et puis il va y avoir sans doute de nouveau des conflits commerciaux. Je vais y venir justement. Je pourrais citer beaucoup d'autres domaines. Où ça va être tendu. Oui. Est-ce que pour autant, il faut renoncer à rechercher la coopération transatlantique avec cette nouvelle administration Trump ? Non, bien sûr. Il va falloir de toute façon travailler avec elle. Ça reste un allié. En principe, ça reste un allié. Le problème, pour nous, c'est un allié. Et les États-Unis jouent un rôle pour notre sécurité, la sécurité de notre continent. Le problème, c'est que Donald Trump, dans son premier mandat déjà, avait du mal avec la notion d'allié. Pour lui, c'est un rapport transactionnel, y compris avec ses alliés. Bilatéral. Plutôt bilatéral. Et il n'a jamais été très à l'aise avec l'OTAN, par exemple. Mais enfin, ouais, c'est les États-Unis, il faut travailler avec eux. Beaucoup de points d'interrogation. L'Union européenne
la France. Il s'en moque un peu, Donald Trump, non? L'Union européenne, je pense qu'il n'a pas trop la perception de ce que peut être une union de pays partageant des souverainetés. C'est antinomique avec sa propre vision. C'est pour ça qu'il a accueilli le Brexit. C'est pour ça que dans l'Union européenne, celui qu'il a identifié comme le plus proche de lui, c'est Viktor Orban. Donc effectivement, l'Union européenne, c'est pas quelque chose qu'il apprécie. Ça peut a pas priori. nous renforcer finalement de retrouver ces États-Unis d'Amérique version Donald Trump qui se referment un peu sur eux-mêmes. Ça va forcer l'Union européenne et peut-être des puissances comme la France à s'imposer. En tout cas, ça devrait donner une impulsion. De toute façon, indépendamment de cette élection, on a des sujets qui font des sujets tels, le retard technologique, la nécessité de nous défendre, d'assurer notre sécurité, la transition énergétique, technologique, c'est le rapport de Mario Draghi. On a tellement d'enjeux que de toute façon, on doit aller de l'avant de manière très, très volontaire. Mais l'élection de Donald Trump, en effet, vous avez raison, devrait nous pousser encore plus. Vous étiez auprès du président Macron de 2017 à 2019. Quelle est la relation entre les deux hommes? Il y a eu des hauts et des bas. Alors, il y a eu des hauts et des bas parce que Donald Trump, à l'époque en tout cas, était quelqu'un qui lui-même, au rythme de ses tweets, vous vous souvenez, soufflait le chaud et le froid en fonction de sa propre, de l'humeur du moment ou des problèmes qu'il affrontait. Mais il y a eu effectivement un dialogue permanent entre les deux présidents. Un dernier mot, parce que je sais qu'il préoccupe nos auditeurs et nos téléspectateurs ce matin. Dans les dernières semaines de campagne, en parlant de forage pétrolier, Donald Trump disait « on va forer comme des malades ». Ils vont retourner, c'est pas très bon pour l'écologie du tout. Ça va faire baisser le prix du carburant. C'est pour ça que je parlais du climat. Parce qu'aujourd'hui, les spécialistes disent qu'avec cette élection, les objectifs climatiques, on aura beaucoup de mal à les tenir. Les engagements, en tout cas, ne seront plus tenus. Alors, par contre, l'objectif du 47e président des États-Unis, c'est effectivement de faire baisser les prix de l'énergie. Ça peut rejaillir au niveau mondial. Je voulais terminer sur un sourire parce que le bilan était difficile ce matin. Alors effectivement, si on met... Mais vous savez que la production de gaz et d'hydrocarbures a augmenté, je crois, aux États-Unis sous le président Biden. C'est vrai, Mais si on met encore plus d'hydrocarbures sur le marché, logiquement, ça fait baisser les prix.